Bien là, je voudrais raconter juste une petite entreprise qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, en 2006, enfin, c'est déjà assez longtemps. Et alors, au temps de mon noviciat dans le Poro, l'initiation, il m'est arrivé de porter un masque cagoule sénoufo. Forcément, je voulais essayer comment ça marche. Alors, je suis sorti de la forêt masqué comme ça avec deux copains qui étaient également masqués et nous avions des verges à la main. Et le jeu, dans ce cas-là, ne consistait pas le masque de Carfolo, c'était le masque de ses aides. Et le jeu consiste, dans ce cas-là, je ne sais pas, à menacer les femmes et les enfants. Et c'est d'ailleurs un jeu interactif tout à fait apprécié dans le pays. Alors, on descendait le chemin du Bois Sacré, justement, d'un autre village en même temps. Et je faisais tous mes gestes. Et ce que je voulais là dire maintenant, c'est là que j'ai compris, j'ai senti plutôt ce que c'est porter un masque. Quel est l'effet masque, comme dit Octave Manoni. Et quand vous êtes là, vous avez l'impression d'une sorte de dilatation de l'espace. C'est-à-dire que tous vos gestes, que ce soit menace ou autre, produisent un effet disproportionné avec ce qu'ils produisent quand vous n'avez pas un masque. C'est une sorte d'ivresse de pouvoir au sens général, de pouvoir quasi surnaturel, bien que ce soit en même temps très banal. Alors, on faisait notre petit jeu de poro comme ça, et il se trouve que j'ai croisé, ou plus exactement, elles m'ont croisé, deux femmes de notre village, dont ma cuisinière dont je parlais tout à l'heure, avec qui on a eu cette histoire. Et il se trouve que je suis blanc, donc mes pieds sont blancs. Alors du coup, croyant pouvoir résoudre ce problème, j'ai mis des chaussettes noires. Alors Tchénina et l'autre femme, elles ont regardé ça, et puis elles ont dit « Tché ». Mais Tché, c'est une exclamation de surprise, mais absolument rien d'autre. C'est ce que j'appelle le savoir-faire aussi, entre autres. C'était absolument exclu qu'elle m'interpelle par la voix, « Qu'est-ce que tu fais là ?» sous ce masque, parce que c'est une convention sociale, initiatique. Et alors, c'était une des raisons, cet épisode qui m'a un peu marqué, pour une des raisons pour lesquelles je trouve absolument stupide d'exposer des masques africains, en l'occurrence, sans le corps qui les porte. Parce qu'un masque, ce n'est pas seulement l'esthétique de sa figure, c'est ses gestes, les effets de ses gestes, et ainsi de suite. Alors, on a commencé à réfléchir sur ces phénomènes, et en 1996, nous avons écrit avec Jean-Louis Durand, qui est décédé,
et Jacques Mercier un projet scénographique destiné à mettre en scène analogiquement le lien que certains objets, dont les masques, entretiennent avec ce que nous avons appelé le corps rituel dans leur contexte culturel d'origine. Le corps rituel, ce n'est pas le simple corps, c'est le corps rituel d'un masque qui se comporte selon un certain code. Alors, ces projets scénographiques ont pris de la consistance au temps de la préfiguration du musée de Quai Branly, que je trouve, ça dit en passant, excellent, qui a une très bonne fréquentation et il y a tout le temps non seulement des expositions temporaires, mais des conférences, des discussions. C'est une institution très vivante. À ce moment-là, nous avons publié dans le débat, c'était une revue de Gallimard, un texte co-signé Mercier et moi, et intitulé « Exposer le sens, l'objet et le corps au musée anthropologique ». Notre point de départ était le décalage patent entre l'anachronisme des modes d'exposition classiques, formalistes ou encyclopédiques, des objets dits exotiques, et les acquis de l'anthropologie de l'art quant au sens et au mode d'usage de ces objets. Et on pensait, enfin on a écrit qu'une des grandes absences des muséographies traditionnelles est le lien vital que la plupart des objets muséalisés entretiennent avec les corps rituels de leurs servants, comme par exemple les initiés que nous étions, les devins, les porteurs de masques, bien sûr, les chamans, et ainsi de suite. Ces corps rituels les utilisent, c'est un peu technique, tantôt comme limite ou noyau, tantôt comme marqueur ou annonciateur, compacteur ou dilatateur de leur espace corporel. Nous avons pris dans ce texte trois types d'objets très différents. Les rouleaux protecteurs éthiopiens. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Ce sont des rouleaux protecteurs que les gens portent sur eux pour se protéger de mauvaises influences et en particulier du mauvais œil. Les rouleaux en question sont généralement roulés et portent dans la poche, mais ça protège tout le corps. C'est Mercier qui a analysé ces objets. Alors, il y avait les rouleaux protecteurs, les statuettes divinatoires Sénoufo et les masques Nafara pour un texte où nous avons cherché à proposer des scénographies susceptibles de restituer les traits essentiels de l'expérience corporelle, spatio-corporelle, et donc ce que nous avons appelé l'espace propre de ces objets. Je ne sais pas si c'est clair. Par exemple, la compacité de l'espace rituel créé par la connexion entre la statuette et le corps du devin Sénoufo a été contrastée avec le caractère dilaté de l'espace de beauté mobile des masques, ce dont j'ai parlé à l'instant. Dans la conception que nous avons décrite, c'est l'expérience corporelle du visiteur du musée anthropologique qui devrait servir de média de la communication muséale. C'est un peu abstrait. On va voir ce que j'entends par là. Ce qui est tout autre chose que l'extériorité visuelle et discursive, ce qu'on appelle l'interactif à la mode. Alors, il semble que ces idées sur la rénovation de la muséographie anthropologique ont fait leur chemin, car Mercier a été chargé d'une section éthiopienne du futur musée, et moi de la transformation d'une des boîtes latérales du bâtiment du musée. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle.
Ce sont des boîtes suspendues en quelque sorte en dehors du musée, sur la façade. Et j'étais donc chargé de la transformation d'une des boîtes latérales du musée, qu'on a appelée techniquement la boîte 21, dite 21, en maisonnette divinatoire Sénoufo. Et l'équipe que j'ai créée a reçu carte blanche pour concevoir à la fois l'architecture spéciale de la B21, de cette boîte, et le dispositif multimédia que nous y avons installé en 2006. Et cette installation fonctionne depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, bientôt 14 ans, c'est quand même pas petit, dans la section de africaine de l'exposition permanente. C'est visible n'importe quand. Alors, pour finir, je voudrais dire quelques mots sur les principes et les buts de cette installation. Pour ma part, je ne suis que moyennement intéressé par les débats actuels, déjà assez anciens, sur la restitution des œuvres aux pays africains. Évidemment, au Quai Branly, il en a été dans nos réunions. Pendant un temps, je faisais partie du comité scientifique du musée. Il en a été beaucoup question, avec toutes les hésitations quant aux solutions. Hein. C'est pas du tout, cette affaire n'est pas du tout réglée. Et alors, pour ma part, je précise, vous avez parlé tout à l'heure des tissus Sénoufo de Faninka, c'est le petit village où on les fabrique. Pour ma part, je ne parle pas de ça, mais je n'ai jamais collectionné des véritables objets de musée, comme des statuettes, des masques, Sénoufo, Dieu sait s'il y en a, parce que je pensais que c'est tout à fait incompatible avec mon travail, avec mon existence quotidienne sur mon terrain. On ne peut pas à la fois être collectionneur, acheter, commercer avec des objets et faire notre travail. Et ça aurait modifié complètement ma relation avec les gens. Par contre, et je veux y venir, par contre, j'ai toujours été intéressé, même obsédé par l'autre sens du mot restitution. Comment est-ce que je pourrais restituer, comme dit Lévi-Strauss toujours, aussi fidèlement que possible en Occident, ces mondes africains prodigieusement riches et vivants, où j'avais eu une chance assez longue de vivre avant leur disparition. Ça, c'est ça que j'appelle le véritable problème de la restitution, dans l'autre sens plutôt. Alors, d'où le défi de l'installation du Quai Branly. Comment restituer aux visiteurs du musée l'expérience spatiale et corporelle d'une consultation divinatoire Sénoufo? Ce n'est pas si simple que ça. Comment le plonger dans le monde sensible des Sénoufo? Mon idée était de passer par l'architecture et par le son. Et bien sûr, ce qui unit ces deux choses-là, le corps. Les Sénoufo consultent leurs devins dans des maisonnettes miniatures, rondes et bien exiguës. Je pourrais en donner des photos de ça aussi. Ces cases ont une excellente acoustique, pourrait-on dire intime, et pourtant ouverte au son villageois du dehors, parce qu'il y a une assez grande ouverture, porte, disons. Il s'agissait de restituer ces deux conditions sans tomber pour autant dans le piège des dioramas ringards du siècle dernier. Évidemment, pour quiconque réfléchit sur cette muséographie, ça vient à l'esprit, bon, je reconstitue
diaromiquement la chose, mais on était contre ça. Alors, une partie de la boîte latérale du musée a été transformée à ma demande en une niche ovale au mur arrondi et bien isolée, phoniquement, j'entends. La niche divinatoire Sénoufo, comme elle a été appelée par la suite dans nos réunions même, où seulement 2 visiteurs peuvent s'asseoir à la fois dans l'entrée de la niche sur un petit banc. C'est exprès. Petit espace avec une sorte d'obstacle dans l'entrée. Alors pourquoi un tel espace? Voilà la question, vraie question, à mon avis, de muséographie. Hein. L'idée était de favoriser au maximum la faculté du son à créer un espace habité autour du corps du visiteur du musée. C'est pourquoi le son spatialisé était le média privilégié de notre reconstitution. Tout cela devient plus clair, j'espère, si je résume en quelques mots le déroulement d'une séance de divination Sénoufo. Le client arrive devant la case du devin et jette une pièce de monnaie par terre. Avant la fin de la consultation, il ne dit strictement rien. Il entre dans la case exiguë du devin, il s'assoit sur un tabouret tout près de celui du devin. Le devin, lui, il est assis les jambes écartées face à un couple de statuettes. C'est ou son génie qui va répondre à ces questions. Tout ça, photos. On a les photos. Et le devin éparpille d'abord entre ses jambes et sous le regard de son génie ces petits icônes divinatoires, des objets divinatoires, parfois même une centaine, qui représentent autant d'aspects, personnes, institutions, états, activités de la vie Sénoufo. C'est extraordinairement riche en éléments signifiants. C'est à partir de la configuration, il jette ça par terre, à partir de la configuration formée par ces icônes, par ces objets, qu'il commence à identifier les problèmes de son client, et de son client et c'est à lui d'identifier absolument tout. C'est pas, le client ne dit rien. Et il prend ensuite la main droite du consultant pour valider ce qu'il voit. Sa réponse, ce que j'appelle la réponse divinatoire, Sénoufo, est oui. Quand c'est oui, il fait une tape bien sonore sur sa cuisse, comme ça. Quand c'est non, les 2 mains jointes du devin et du client, le client est assis là, les 2 mains jointes se balancent au-dessus de sa cuisse et il dit par la bouche, il dit non. Alors notre installation illustre ça très bien. Il y a d'innombrables façons Sénoufo de dire oui ou non. Cela exprime les degrés de doute, incertitude, ironie, etc. Alors, c'est surtout quand il dit non qu'il module sa voix en fonction de ce qu'il pense du choix qu'il vient de faire. Et alors, pour finir, la séance divinatoire se termine par les réponses, enfin les réponses, les questions du consultant, qui pose une série de questions, c'est divisé en autant de phrases, auxquelles le devin répond de la même manière, c'est-à-dire en tapant, si le client pose une question, le devin confirme ou infirme ou exprime son doute. Alors rien que cet aperçu sommaire permet de mieux comprendre
pourquoi le son spatialisé et l'expérience corporelle ont été privilégiés comme médias principaux de notre installation. Les messages transmis par le devin Sénoufo passent donc à la fois par sa bouche et par sa main jointe à celle de son consultant. Consultant, c'est toujours cela qui m'a frappé, qui sent et entend à la fois le degré de certitude ou la qualité émotionnelle de la réponse du devin. Parce que le devin peut serrer sa main, relâcher. Il y a tout un mode de communication corporelle. C'est une sorte de chaîne corporelle qui s'établit entre le devin et le consultant. Alors, bon, évidemment, nous ne pouvions pas mettre la main du visiteur du Quai Branly dans la main d'un devin Nafara. Ceci étant impossible, nous avons choisi les médias du son et de l'espace de la niche pour restituer analogiquement l'expérience du consultant Sénoufo, restituée au visiteur du musée. Il s'agissait d'offrir à ce visiteur une sorte d'habitat auditif où la voix modulée du devin, le bruit sec de ses jets d'icônes et surtout le tempo andante ou presto de ses claques sur sa cuisse remplissaient l'intérieur de la niche, tandis que les sonorités villageoises provenant du dehors renforçaient son impression d'être dans l'espace même du rituel. Techniquement, ces buts ont été réalisés par une méticuleuse spatialisation du son et par une diffusion ordinaire, d'ailleurs, dite 5+1, qui permettait l'extériorisation des sonorités villageoises. J'ajoute que l'effet de contention spatiale que l'étroitesse, l'exiguïté d'un tel espace clos exerce sur la personne, à son insu, favorise le sentiment d'inclusion de son corps dans ce dedans. C'était notre théorie. Ce sentiment d'inclusion dans l'espace de la niche a été recherché par nous. Tout ce qui le favorisait, sonorisation spatialisante, pénombre, arrondie du mur, a été préféré à l'extériorité des outils purement visuels, graphiques ou interactifs. C'était notre principe de base. Autant dire que notre ingénieur du son a peaufiné le système auditif de la niche et bien sûr la bande sonore qui sert de fil, c'est la bande sonore qui sert de fil conducteur à toute la séance, toute la présentation. Ce n'est pas un hasard si j'ai énormément discuté avec cet ingénieur du son de l'isolation phonique de la niche, de sa résonance, de l'installation des rideaux acoustiques à la porte, parce qu'on était obligé, dans un musée, il y a toujours beaucoup de règles sécuritaires. Alors, il n'est pas question de mettre une porte sur un petit espace comme ça. Pour fabriquer, par exemple, l'arrondi de la niche, il n'était pas question de mettre certains types de matériaux parce que s'il y avait eu un incendie, ça risquait de couler sur la tête du visiteur qui se situait en bas. C'est à l'étage du musée. Donc on devait toujours composer avec ces règles. Mais règle générale encore, nous avons cherché à éviter tout ce qui distanciait, et en particulier la distanciation propre au sous-titrage purement explicatif, ça met à distance, et également le commentaire ethnographique à voix off. Si vous suivez ce que je veux dire. Il faut que nous avons recherché la proximité corporelle et auditive. Alors, notre programme qui est présenté dans la niche dure exactement 12 minutes, c'est pas très long. Et
la première partie montre et vise à faire comprendre aux visiteurs la démarche technique plutôt compliquée du devin, comme je viens de le décrire, et cela, j'y insiste, sans la béquille de l'explication verbale ni écrite. Il n'y a pas, c'est pas expliqué là. Il faut que les visiteurs comprennent à partir des images et des sons. Deux pièges scénographiques ont été repérés depuis le début. Nous ne voulions pas d'une plate reconstitution dioramique, d'une maisonnette divinatoire s'il nous faut, et non plus de l'aménagement de la niche façon mini-studio de cinéma où l'on projette un film.